De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Comme chaque vendredi, vous le savez, votre dose d'actu high-tech. Merci d'être là. Tout à l'heure, nous irons Medpi à Monaco. Je sais qu'il y a des destinations plus compliquées, je vous l'accorde, mais c'est pour un salon passionnant sur les nouvelles technologies qui s'est déroulé cette semaine. Nous y étions et Pascal Petitpas nous commentera en fait les grosses innovations de ce salon, notamment du côté des objets connectés, vous vous en doutez. Mais dans l'immédiat, rendez-vous exceptionnel dans De quoi je me mêle, car j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Nègre dans ce studio. Bonjour Pascal. Bonjour. Nègre. Vous êtes le président d'Universal Music France, le plus gros label de musique au monde, Johnny Hallyday, enfin voilà, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines qui sont chez vous, on va dire des plus français, mais aussi des plus internationaux. C'était intéressant de vous avoir aujourd'hui parce que on voit que le marché de la musique est en pleine mutation. On voit qu'il y a des acteurs style Apple qui sont en train peut-être, sans doute, de préparer des offres nouvelles d'abonnement en streaming, que le streaming est en train d'exploser, qui laisse la place d'ailleurs au téléchargement et même aux ventes de CD qui s'effondrent. Comment va le marché de la musique, Pascal Nègre? On s'est déjà eu plusieurs fois dans ce studio pour parler de tout ça. J'ai l'impression que il reprend un petit peu des couleurs, non? Le marché de la musique, il est en mutation. Donc on a connu, je dirais, une première mutation qui a été la piraterie. Bon. Après, on a connu une deuxième mutation bizarre, tout le monde a oublié depuis, c'est les sonneries téléphoniques, qui était le premier moment où on gagnait de l'argent dans le digital. Et puis après, il y a eu l'arrivée, évidemment, des plateformes de téléchargement, iTunes est la plus célèbre. Et puis, maintenant, on vit une nouvelle mutation qui est en fait le fait que, pour la première fois de l'histoire de notre industrie, les gens ne vont pas acheter quelque chose, un disque, une cassette, un DVD, un téléchargement, mais ils vont payer pour avoir accès. Et donc, c'est l'abonnement, donc c'est Spotify, c'est Deezer, c'est Qobuz, etc. On loue la musique aujourd'hui. Oui, on peut appeler ça louer. Et tout à coup, donc, pour 10 € par mois, ou parce que c'est inclus dans votre forfait téléphonique, eh bien, tout à coup, vous allez avoir accès à toute la musique que vous souhaitez. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire, c'est vraiment une révolution. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de 2 200 000 personnes qui ont un abonnement, qui utilisent un abonnement musical. Et on pense qu'on sera à 3 millions de personnes à la fin de l'année. Pourquoi ce chiffre de 3 millions est très important? Parce que quand vous commencez à dépasser 5% de la population, vous rentrez sur un marché de masse. Et donc, on va être sur un mass market, et ça, c'est très, très important pour nous. On peut le dire autrement, il n'y aura plus une cour de lycée dans lequel il y aura, dans toute cour de lycée en France, il y aura un môme qui aura un abonnement qui pourra frimer et pousser ses copains à en avoir un. Donc, vous gueulez moins qu'avant. Parce qu'avant, je me souviens, quand même, vous tapiez souvent du poing sur la table sur cette table en disant, voilà, le marché de la musique va pas bien, le téléchargement c'est pas bien. Là, voilà, le téléchargement illégal. Pardon, excusez-moi. Non. Attendez, le téléchargement illégal. Le piratage. Le piratage. Oui, mais enfin ça, le piratage, je continue à dire que c'est pas bien. Non, mais bien sûr. Est-ce que le piratage baisse justement par rapport à toutes ces offres d'abonnement en streaming? Alors, le piratage baisse. Alors, il baisse. C'est compliqué. Hein. On a des systèmes de mesure qui fait que oui, on a tendance à voir qu'il baisse. Mais il baisse aussi parce qu'il y a l'Adopi, désolé d'en parler, parce qu'il y a aussi... Enfin, ce qui reste de l'Adopi. Oui, mais enfin, l'Adopi, elle continue à envoyer des emails, des lettres recommandées, et puis elle envoie des gens devant le juge. Enfin, je pense surtout qu'il y a une condamnation concernant... Mais non, mais parce que... il n'y a pas beaucoup de conversation. Parce que tout à coup, les gens, quand ils reçoivent un email, 2 emails, une lettre recommandée, une deuxième lettre recommandée, oui, c'est pédagogique. Mais le but, c'était pas d'envoyer d'envoyer les Français devant un juge, c'est juste les sensibiliser. Bon. Et je pense que les gens sont à l'écoute là-dessus. Donc voilà, donc aujourd'hui, je dirais que oui, évidemment, pirater se met à avoir de moins en moins de sens. Pourquoi voulez-vous pirater quand vous pouvez écouter à peu près ce que vous voulez partout? Alors, nous avons le président de Sony Music, donc votre confrère chez Sony, qui dit « Ce secteur se porte remarquablement bien ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Avec cette montée du streaming et cette baisse du téléchargement donc légal et la baisse des ventes de CD? Tout à coup, oui, on va clairement, à terme, revenir à un équilibre. Donc, pour l'instant, on a un marché qui, en France, baisse parce que le chiffre d'affaires du CD baisse.
sur les premiers mois de l'année, en France, on est à 40-60. 60% du chiffre d'affaires, c'est du disque physique. Et Encore 40%, c'est du digital. Oui, parce qu'en France, on a la chance d'avoir des grands distributeurs toujours en vie. Alors que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, si vous voulez acheter un disque à New York, vous allez le commander sur Amazon, parce qu'il n'y a plus de magasins. Alors que nous, on a les Fnac, les Clairs, Cultura, enfin, il y a plein. Ouais, et puis la grande distribution, enfin, il y a tout le monde. Mais le CD condamné, à votre avis, ou pas? Non, mais moi, j'ai toujours dit que le CD, il existera. Quand je serai mort, on aura toujours du CD. Et je compte mourir vieux. Écoutez, moi, je suis arrivé dans l'industrie en 85. C'était la fin du vinyle. Bon, regardez, c'était le début du CD. Eh bien, regardez, on n'a jamais vendu autant de vinyle. Bon, donc au moins j'aurais relancé le vinyle. Oui, mais enfin, c'est encore un marché de niche. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y aura toujours. Le support existera toujours, parce que les collectionneurs, parce que les fans, parce que l'objet, ça existera toujours. Et de l'autre côté, il ne serait pas aberrant pour moi que dans les 5 ans qui arrivent, on se retrouve dans un modèle à la suédois où 20% de la population aura son abonnement et écoutera sa musique. Très bien. On a pas mal de questions que beaucoup d'auditeurs nous ont posées via la page Facebook et sur Twitter. Et notamment la question de Pépé qui nous dit est-ce que vous aviez prédit ou anticipé tout ce qui est en train d'arriver, l'effondrement des ventes de CD, la montée du streaming, etc. Est-ce que vous avez bien géré toute cette mutation, en fait, vous, les gros labels? J'en sais rien. On l'a géré. Alors, est-ce qu'on l'a bien géré? Je sais pas. Vous savez, ça arrive. Est-ce que vous avez vu que? Est-ce que c'est toujours facile après il l'a pas vu, il l'a vu, il a. Grosso modo, il y a eu des évolutions. On a subi ces évolutions. On a été les premiers dans la révolution numérique. Et je trouve que, alors, ça nous a pris quoi, 15 ans? Bon, ben voilà, on est en train de trouver les modèles. Et voilà, ça aura mis la mutation aura mis quasiment une vingtaine d'années. Cela dit, le streaming remet quand même en cause en fait, le modèle économique de la musique, non? Parce que visiblement, les artistes toucheraient moins d'argent avec ces offres telles que Spotify ou Deezer, ou Qobuz, ou... Non, mais ça c'est... Enfin, on voit qu'il y a des artistes qui refusent d'être sur ces offres-là. Vous prenez un Goldman, parce que vous prenez des Francis Cabrel qui vient de sortir son nouvel album, ils ne sont pas sur des offres d'abonnement. Oui. Alors, ils ne sont pas chez vous. Mais pourquoi? D'abord, et pourquoi décident-ils de ne pas y être? Posez-leur la question. Bon. À votre avis, en tant que professionnel de la musique, Alors, si je peux me permettre, grosso modo, le panier moyen sur iTunes, si vous le comparez avec le panier moyen, si vous êtes abonné, le panier moyen d'abonnement, c'est entre 2 fois et 3 fois le panier moyen iTunes. Voilà, donc ça c'est déjà en termes macro. Bon. Donc le streaming rapporte plus d'argent que le téléchargement à l'acte, en fait, de la chanson. Voilà. Un client moyen dépense tant sur iTunes et dépense entre 2 et 3 fois plus avec un abonnement. Donc déjà, voilà. La deuxième chose, on confond aujourd'hui 2 problématiques qui est qu'est-ce que rapporte le streaming financé par la pub et le streaming dans le cadre d'un abonnement. Je peux vous donner un peu une idée. On prend Spotify, 90% de leur chiffre d'affaires, c'est l'abonnement, 10% c'est la pub. La moitié à peu près des streams ont lieu dans le cadre de l'abonnement, la moitié des streams ont lieu dans le cadre de la pub. Donc vous pouvez bien comprendre qu'un streaming financé par la pub rapporte beaucoup moins. Ouais. Bon. Alors, donc c'est pour ça qu'un Taylor Swift a dit je ne veux pas une Taylor Swift. Une Taylor Swift. C'est une fille. Taylor Swift, oui, je sais, oui. Je sais bien sûr. Bon. C'est pour ça que Taylor Swift tout à coup dit moi je veux pas que mon album soit en gratuit sur Spotify, mais je suis prêt à ce qu'il soit en payant. Spotify dit c'est pas possible, si vous êtes dans le gratuit, vous êtes dans le payant aussi. Donc elle refuse d'y j'y vais pas. D'accord. Enfin, il y en a plein. Il y a Adele qui était dans le même cas. Il y a eu Coldplay aussi au début. Oui, mais attention, Adele, vous parlez déjà d'il y a 2-3 ans. Oui, c'est sûr. Il y a 2-3 ans, entre 2-3 ans et aujourd'hui. Il paraît qu'elle est en train de préparer un nouvel album. On verra bien s'il sera sur Spotify. On verra. Je suis d'accord. Mais ça m'étonnerait qu'elle n'y soit pas. Depuis le début de l'année, si je regarde les 4 premiers mois en chiffres, alors c'est pas les chiffres du marché, mais enfin bon, grosso modo, aujourd'hui, l'abonnement payant, il représente 20% du marché français. 20%. Alors vous avez le droit de pas y être. Vous avez le droit de pas y être. Bon. Mais est-ce que c'est pas justement en proposant une offre gratuite financée par la publicité avec ses limitations? Parce que rappelons que Spotify et Deezer, en gratuit, on ne peut pas télécharger les titres, on ne peut pas écouter ce qu'on veut au moment où on veut, on a la pub. Est-ce que finalement, c'est pas aussi un échantillon qui donne envie après de passer au payant? Est-ce que c'est pas malin de la part Spotify d'avoir ces 2 offres? Je pense que ça a été malin
parce que ça a permis aux gens de comprendre ce que c'était. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris ce que c'était. Et vous dites vous-même qu'on n'est pas encore dans un marché de masse. Est-ce qu'il ne faut pas plusieurs années pour que les gens comprennent comment fonctionne? Parce que nous, on est branchés, connectés, etc. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je pense que là-dessus, les bundles, c'est-à-dire les ventes dans le cadre d'un abonnement téléphonique, aident à ça. Et puis je pense qu'il y a la fameuse formule qui est try and buy, c'est-à-dire tout à coup, oui, vous avez un mois gratuit. Vous avez un mois gratuit, 2 mois gratuits, 3 mois gratuits, vous l'essayez, et puis après vous aimez pas. Si vous aimez, vous payez. Si vous aimez pas, vous payez pas. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat dans la filière, hein, avec les artistes, les producteurs, avec les plateformes, sur la problématique de la gratuité. C'est-à-dire du modèle financé par la publicité. On ne dit pas qu'il n'en faut pas du tout, mais on dit quand même où est-ce qu'on met le curseur. Qu'est-ce que vous suggérez? Et ça, où est-ce qu'on met le curseur? J'en sais rien. Est-ce que toute la musique doit être en gratuit? Est-ce que c'est pas une partie de la musique? Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais quoi, par exemple, certains artistes ne seraient pas mais est-ce que tout à coup, j'en sais rien. Les titres du moment, ils sont en gratuit, et puis si vous voulez écouter l'album, vous êtes obligé d'aller avoir un abonnement. J'en sais rien. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait une plus grande différenciation entre la partie gratuite et la partie payante? Mais en plus, on commence à avoir des statistiques, donc on voit d'où viennent les gens qui prennent un abonnement. Ils viennent assez peu du gratuit. Ils viennent essentiellement sur le modèle try and buy. J'essaye. Oui, parce qu'ils ont goûté au confort. Exactement. Donc voilà quoi. Donc c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. C'est à mon avis, c'est le grand débat de l'année dans la musique. Est-ce que vous faites pression justement parce qu'on a dit que Spotify subissait des pressions énormes de la part des maisons de disques justement pour limiter son offre gratuite. Vous le confirmez, c'est vrai? Vous essayez de faire changer pression, un petit peu les lignes chez Spotify? Mais je permets quand même de signaler. Deezer, par exemple, il a un modèle gratuit gratuit et puis payant. En France, parce que Deezer à l'étranger, il n'y a pas de modèle gratuit. Hein. Qobuz, il n'y a pas de modèle gratuit. Et j'ai le sentiment que s'il y a d'autres... C'est une offre un peu haut de gamme, premium. D'accord, mais il n'y a pas de gratuit non plus. Et j'ai le sentiment que les nouvelles plateformes qui sont censées arriver dans les mois qui arrivent, enfin dans les mois, etc., bon, les nouvelles offres, il n'y aura pas de gratuit. Donc voilà quoi. Donc je pense juste qu'il y a des débats et c'est normal qu'on ait des débats avec nos partenaires. Voilà, le but c'est quoi? C'est qu'ils aient un maximum de clients et que tout le monde soit content. Alors maintenant je vais revenir sur un autre point qui est les artistes considèrent qu'ils gagnent pas beaucoup. Bah, ils ont raison. C'est-à-dire que par stream, ils gagnent très peu. On gagne très peu. Sauf que combien on gagne par les stream? volumes... Enfin, combien on gagne? Moi, je gagne rien, mais un artiste gagne combien par stream? Mais ça dépend. Sur une écoute sur Spotify ou Deezer? Laquelle? Gratuite, payante, machin, c'est dans le cadre d'un bundle, pas dans le cadre d'un bundle. En moyenne, c'est quoi? C'est 1 centime, c'est moins d'1 centime, c'est quelques... C'est ce qu'il faut comprendre. Grosso modo, vous pouvez vous dire que entre 100 et 150 streams, ça correspond à un téléchargement en revenu. D'accord. Pour nous et pour l'artiste. Donc effectivement, par stream, l'artiste il dit ah, je gagne rien. Nous aussi, on dit putain, on gagne rien. Bon. Sauf que, je donne un chiffre, l'an dernier, Universal Music, l'ensemble des catalogues, c'est 465 milliards de streams. Donc ce que je suis en train d'expliquer, les volumes sont colossaux. Beaucoup plus importants que le téléchargement à l'acte. Ah non, mais il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. En France, le numéro 1 du le titre le plus téléchargé de la semaine, il fait quoi? Une dizaine de milliers de téléchargements. Le titre le plus streamé de la semaine, il fait 2 millions de streams. Donc vous voyez bien... On voit bien que la bascule s'est faite en fait. Non mais surtout on voit bien que même si vous touchez moins par stream, les volumes vont totalement compenser le fait que par unité vous gagnez moins. 10 € c'est le bon prix par mois pour avoir de la musique en illimité en streaming, comme Spotify, Deezer. Alors bon, vous allez me dire non, mais raisonnablement. Tidal, ils ont lancé leur offre avec beaucoup plus cher. Bon, on voit le résultat. On en parlera tout à l'heure. Ouais, enfin, ils ont pris 750 000 abonnés, ce qui est pas si ridicule que ça quand même. Bon. Oui, mais enfin, le PDG a été viré. Ils ont 150 000. Ils ont racheté la boîte, donc après il peut se passer des choses. Oui, mais vous trouvez pas que le lancement était un peu bizarre? Juste un mot concernant Tidal. Est-ce que c'est aux artistes de dire, écoutez les gars, on arrive, on va révolutionner la musique avec une offre? Est-ce que c'est à eux de le faire ça? Moi, je pense que ça a été formidable pour faire connaître les offres streaming. Parce que tout à coup, quand vous avez des stars qui vous disent le streaming, l'abonnement streaming, c'est chouette, je trouve que c'est quelque chose de très très positif.
François, à ce que je pense. D'ailleurs, ça a eu un vrai impact mondial sur le développement du stream, hein, parce que quand il a été lancé, visiblement Spotify a pris 1 million d'abonnés. Hein. Bon, donc ça fait de la pub plus réussi à Spotify. Mais ça fait de la pub, ça fait de la pub pour le modèle. Et si demain on parle de Beats qui va arriver, Apple, etc. Bon, ça sera très bien pour le marché globalement. Donc voilà quoi. Apple, Beats, vous les attendez de pied ferme. Est-ce que Apple est en train, va, à votre avis, lancer bientôt son offre de musique avec Beats? Il y a des discussions, il n'y a pas de secret, et on verra quand est-ce qu'ils le lancent. On dit qu'ils veulent baisser le coût de l'abonnement. Mais on peut dire beaucoup de conneries aussi. D'accord, on peut dire beaucoup de bêtises. D'accord. Mais à votre avis, ça va arriver assez vite? Ça m'étonnerait que ça arrive. Enfin, avant la fin de l'année, je pense. Parce que c'est quand même étonnant qu'Apple ait raté ce coche de la musique, de l'abonnement en streaming. Ils sont toujours avec leur modèle de téléchargement à l'acte. Bah oui, d'accord, mais enfin, qui est quand même beaucoup plus gros que pour l'instant, je ne peux me permettre que le modèle du streaming. Hein. Oui. Bon, bah, voilà, donc ils ont vraiment été ceux qui ont développé le téléchargement payant. Et c'est beaucoup d'argent. Ça se part en milliards de chiffre d'affaires là-dessus. Donc voilà, donc c'est normal quand vous avez un modèle qui fonctionne, bah, vous attendez de voir ce que les autres modèles font. Puis au bout d'un moment, vous y mettez. Bon. Mais est-ce qu'Apple peut innover, à votre avis, par rapport au Spotify et Deezer, concernant ses offres de musique en ligne? On verra. Ouais. On verra. On verra. D'ailleurs, vous dites musique en ligne. Maintenant, ça, visiblement, on sent bien que ça va devenir de plus en plus musique et vidéo en ligne. D'accord? C'est ce que proposait Tidal d'ailleurs. Ouais, Tidal, Spotify. C'est-à-dire que globalement, bah, vous pourrez soit écouter et voir. Hein. On peut imaginer qu'Apple soit dans cette lignée-là aussi. On peut imaginer. Très bien. Alors, on va parler de YouTube, parce que YouTube, c'est quand même un cas à part qui est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, la plupart des ados écoutent de la musique, s'ils n'ont pas d'argent, sur YouTube. On a tous les clips, et même d'Universal Music, qui sont disponibles à volonté. Alors, parfois, on a un petit peu de pub, mais là, on peut très vite la zapper. Et alors, il y a une manière d'écouter la musique sur YouTube qui est assez étonnante, c'est qu'on ne regarde même plus l'écran, et on écoute la musique. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de YouTube de distribuer de la musique comme ça gratuitement? Bon, ce que je pense de YouTube... Est-ce que ça ne peut pas concurrencer, par exemple, les Spotify et les Deezer? Oui. Ce que je pense sur YouTube, c'est que, clairement, il y a... on ne peut pas avoir toute notre musique disponible. Mais c'est le cas aujourd'hui, Pascal. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui sur YouTube, vous avez... Mais alors, vous pouvez taper n'importe quoi. C'est sans doute la plus grande discothèque du monde, YouTube. Du monde. Donc, à un moment donné, bah, il faut qu'il y ait des règles qui s'établissent avec YouTube. Et là, on va reparler des directives européennes, etc. Avec le problème du statut qu'a YouTube, qu'un statut d'hébergeur technique. Alors là, mais il y a différence entre un hébergeur passif, qui est purement techno, et YouTube, qui est un hébergeur, mais qui est un éditeur, qui met de la pub, etc. Et oui, tout le contenu qu'il y a sur YouTube est vérifié, on va dire. Il n'y a pas de piratage sur YouTube. Bah, sur YouTube... tous les titres d'Universal Music, vous avez donné l'accord à YouTube. On a donné l'accord, sauf qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, quand on veut que ça n'y soit pas, on demande un take-down, c'est-à-dire vous enlevez le contenu. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un take-down, mais dans la loi, maintenant, il y a un stay-down. Parce que si vous commencez à dire, vous m'enlevez ça, il l'enlève, 5 minutes après, ça réapparaît. Donc il faut redemander à ce qu'on l'enlève. Donc on aimerait qu'il y ait un système automatique soit mis en place. Bon. Donc voilà, mais c'est clair que sur YouTube, d'abord, la musique est présente de différentes manières. Sur YouTube, il y a les clips, d'accord? Et nous, on a un MCM qui est Vivo. Bon. Et puis après, il y a la musique dans toutes les vidéos que vous pouvez faire. Avec, bon, voilà, donc il y a musique. Et puis il y a tout à coup, bah, voilà, il y a le dernier album de tel artiste et quelqu'un l'a mis en ligne, etc. Bon, voilà, donc il y a différents modèles. Mais oui, YouTube, là aussi, il y a des discussions à avoir et des questions à se poser. On peut imaginer aussi, alors je sais que on sait que YouTube travaille sur une offre payante. Ça pourrait être le cas aussi. YouTube travaille sur une offre payante. Ils ont même lancé une bêta. Et je crois qu'ils annonçaient que leur lancement aurait lieu en septembre. Il va y avoir pas mal de concurrents parce que finalement toutes ces offres vont se confronter. Oui, c'est bien pour le consommateur. C'est bien pour le consommateur et c'est bien pour nous. On préfère avoir 5-6 plateformes plutôt qu'une seule qui fait 98% du marché. Encore un mot sur YouTube. Est-ce que c'est un vivier incroyable de nouveaux artistes pour vous? Parce que rappelons que votre premier métier, c'était... Voilà, vous avez été... je vous rappelle, mais notre premier métier, c'est toujours de découvrir des talents et de les faire connaître. Est-ce que YouTube, aujourd'hui, c'est intéressant pour vous de surveiller ce qui se passe?
Oui, bah évidemment qu'on le fait. Sauf que, ayez en tête que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, parce que vous le dites vous-même, il y a plein de choses sur YouTube, etc., de se faire remarquer. Aujourd'hui, il est plus compliqué de se faire remarquer qu'il y a 15 ans. Hein. Ou à l'époque, on envoyait une cassette. Mais oui, parce que là, tout à coup, il y a tellement de chansons, de reprises, de gars qui chantent, de matchs. Donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où notre rôle de maison de disque est encore plus importante. Parce qu'il y avait le débat, à quoi ça sert une maison de disque, etc. Donc oui, évidemment, on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, évidemment, on regarde ce qui se passe sur YouTube, bien entendu. Mais voilà. Mais je dis que c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, quand vous signez un nouveau talent, le faire connaître, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, parce que tout à coup, il y a beaucoup plus de bruit qu'avant. Ouais. Donc, ça va pas être... c'est pas aussi facile d'émerger sur YouTube pour après devenir un artiste, un vrai artiste. C'est ça. Bah, c'est compliqué, ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Qui vit de son argent. Voilà. Et en général, de toute façon, s'il se met à y avoir un petit buzz sur Internet, clairement, l'artiste, il cherche toujours une maison de disque. Ouais, c'est clair. On va terminer avec une petite question concernant un autre, on va dire une autre partie de votre métier, c'est les concerts. Ouais. Pascal, alors c'est vrai que Non, on ne fait pas. Moi, je ne produis pas de concerts. Oui, mais vous avez tous vos artistes font des concerts. Ah bah, ils ont intérêt, oui. Et c'est une somme de revenus assez importante, j'imagine de plus en plus importante. Hein, pour un artiste, ouais. Pour un artiste. Qu'est-ce que vous pensez de ce que il est en train d'émerger par exemple, il y a 2 ans, à Las Vegas, on a vu un clip de Michael Jackson avec Michael Jackson sur scène. Avec un hologramme, je ne sais pas si vous avez vu ce clip, les hologrammes. Incroyable, on a vu aussi c'est pas la première des choses avec Tupac, oui, etc. c'est ça, Tupac, etc. Ouais. Est-ce que vous pensez que demain, on peut imaginer qu'il y ait des concerts comme ça partout, d'un artiste qui ne pourrait pas faire une tournée et être retransmis comme ça en hologramme un peu partout, dans des salles de cinéma ou dans des salles de concert? On voit que ça arrive de temps en temps. Il y a certains concerts qui sont retransmis dans des cinémas, etc. Par exemple, une partie des opéras créés à New York sont diffusés effectivement dans les salles de cinéma. Il y a un certain nombre de concerts. Par exemple, le dernier concert de Mylène Farmer, donc nous on l'avait filmé, et il a été ensuite diffusé dans les salles de cinéma. Il y a eu 120 000, 140 000 entrées. Bon, donc c'était le même jour à la même heure. Bon. Donc voilà, donc ça oui. Bon, pour ce qui est des hologrammes, parce que l'hologramme, Michael Jackson, de toute façon, mon pauvre, il n'y a pas d'autre choix, hein, si vous voulez le voir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé là? Vous avez l'hologramme. Franchement, un concert, pour moi, c'est de la sueur. Voilà. Alors, l'hologramme qui ne suit pas encore. Bon, voilà. Pour moi, il y a quand même un truc émotionnel, charnel. Voilà, c'est ça un concert, quand même. Un Johnny en hologramme, ça vaut pas le vrai Johnny. J'en sais rien, je sais pas, mais voilà. Alors maintenant, après faire revivre les morts, je sais pas, c'est un truc étonnant. Enfin, je sais pas. Mais ça pose plein de questions parce je porte pas de jugement moral. Fondamentalement, aller voir Michael Jackson en hologramme, non. En plus, moi, j'ai eu la chance de le voir, même de le rencontrer, de même travailler pour lui. Donc, si vous voulez aller voir le mec en hologramme, ça me fait bizarre. Mais il y a l'argent derrière tout ça aussi. Oui, mais enfin bon, puis il y a le public qui veut. Mais non, moi, je sais pas. Je trouve qu'un concert, c'est de la musique vivante. Et la musique vivante, c'est quand même un artiste vivant devant vous, quoi. Maintenant, ce que j'entends, c'est il y a un événement unique. Je peux pas y être parce qu'il a eu lieu à New York, il a eu lieu je sais pas où. Ok. À ce moment-là, j'ai envie de le voir, je le regarde à la télé, je le regarde dans les salles de cinéma. Là, pour moi, ça a du sens, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Nègre. Je vous en prie. Merci. Pascal Nègre, donc le président d'Universal Music France, qui a accepté de répondre à nos questions. Merci encore. Merci. Vous restez avec nous. De quoi je me mets la suite dans un instant. Direction Monaco pour le MEDPI, avec toutes les nouveautés qui ont été annoncées lors de ce salon dédié aux nouvelles techno. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.